Chers amis, vous me voyez ravi de me produire devant vous aujourd'hui, moi si peu habitué à vos activités, et pourtant, le plaisir est grand, oui, de me retrouver ici puisque, d'une part, j'ai toujours eu de merveilleux échos de vos rencontres, et d'autre part parce que je conserve d'excellents souvenirs de ma dernière présence parmi vous. C'était en octobre 2019, un autre monde en quelque sorte qui semble déjà si lointain. Marie-Claude Garneau se questionnait alors sur le dialogue possible entre théâtre féministe et sociocritique, tandis que Judith, et elle nous avait parlé d'un pays flottant et incertain, je cite. Donc permettez-moi de saisir la balle au bond, tel un chien, vous me direz peut-être, pour faire entendre en guise d'introduction à ma propre intervention, une affirmation similaire, mais cette fois de la part de Georges Perec, dont Sandrine, tout à l'heure, parlera assurément mieux que moi. Selon Pérec, en effet, l'espace est un doute, il me faut sans cesse le marquer, le désigner, il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné, il faut que j'en fasse la conquête, déclara-t-il, dans Espèce d'espace. Ce n'était certes pas la première fois qu'une œuvre de fiction présageait la réalité, et on pourra se demander longtemps si l'Oulipien se doutait déjà, au début des années 70, qu'un demi-siècle plus tard, un événement comme la COVID-19 nous obligerait, de façon fracassante mais certainement pas tout à fait nouvelle, à constamment renégocier notre espace. Impossible, vous le savez autant que moi, de passer sous silence le fait que depuis un peu plus de 2 ans déjà, sous les espèces d'une pandémie, nous avons été plusieurs à avoir un ici particulièrement restreint, tandis que notre là apparaissait, et apparaît toujours, aussi prégnant et mouvement qu'inaccessible, pour ne pas dire virtuel, voire spectral. En d'autres mots, l'autre est revenu encore une fois nous hanter, l'ennemi invisible menaçant quiconque s'aventurant hors de chez soi, marquant une fois de plus le triomphe du domestique rampant. Ce faisant, mon projet de thèse, dont je viens aujourd'hui vous présenter une infime parcelle, est et n'est pas le fruit d'un acte isolé. Mais que j'en ai rédigé la majeure partie confinée, l'état de liminarité dans lequel je me trouvais longtemps fut moins lié à mon statut de doctorant qu'au fait qu'un virus présent chez la chauve-souris se serait propagé, depuis l'Asie, chez Homo sapiens, par l'entremise du pangolin ou de la civette. Intéressant retour du balancier, donc, nous voilà actuellement terriblement pauvres en monde à cause de contacts avec certains mammifères dont on a trop longtemps cru qu'ils en manquaient eux-mêmes cruellement. Or, je me console en me répétant qu'au moins je n'aurai pas à déployer trop d'efforts pour vous convaincre de l'agentivité des animaux sur toutes les dimensions de l'expérience humaine. De toute façon, les pet lovers en savaient déjà quelque chose. Toujours est-il que l'espace qui occupe la mienne, ma quête, se situe au croisement de l'animal et des arts scéniques, comme on l'a annoncé. Exprimé autrement, je dirais que ma conquête, mot qui ne n'oublions pas avant de désigner le fait d'acquérir par les armes, de soumettre par la force, veut dire, littéralement, quérir avec, chercher auprès d'eux. Donc ma conquête, dis-je, devra me permettre de baliser, avec le chien et auprès de lui, la dramaturgie contemporaine au Québec en établissant peu à peu une géographie critique de quelques-unes des représentations contemporaines de ce rapport trouble qui constitue l'une des plus vieilles affaires de discipline qui soit. Voilà donc où j'en suis. Cette question, qu'est-ce que Canis Familiaris fait au théâtre? Il fallait, et je cite là Deleuze et Guattari, qu'elle détermine une heure, une occasion, des circonstances, des paysages et des personnages, des conditions et surtout des inconnus de la question. J'écris en effet ces lignes dans une lumière incertaine, portée par diverses divagations intellectuelles dont je peine parfois à percevoir la nature. Entre contes et mythes, j'espace les concepts, je les ordonne tant bien que mal, tandis que chaque élément ne cesse de varier et de modifier sa distance par rapport aux autres, pour citer encore une fois les auteurs de Mille plateaux. C'est qu'ici une science du concret est en proie à une philosophie de l'invention, et mon terrain se situe néanmoins là où le classement, même hétéroclite et arbitraire, sauvegarde la richesse et la diversité de l'inventaire, pour reprendre les termes de Claude Lévi-Strauss, un de mes guides. En d'autres mots, on dresse des listes comme on dresse des bêtes. D'ailleurs, sur le premier tableau du monde, celle-ci dansait, ou pour le dire avec les mots de John Berger dans Why Looking at Animals, Animals first enter that imagination as messengers and promises. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas traduit. Donc, les animaux sont d'abord entrés dans l'imaginaire en tant que messagers et promesses. C'est donc au crépuscule des idées que je me suis mis à la tâche, là où un animal est apparu au-dessus de l'horizon pour devenir un ami, apparemment le meilleur qui soit. Mais avant d'y arriver pour vrai, je dois très brièvement revenir sur un échange survenu en ce lieu, mis en coulisses,
La marge n'est-elle pas, après tout, le meilleur lieu du non-humain? La dernière fois que je m'y trouvais, donc ici. Donc j'espère, Pierre, que vous m'en voudrez pas trop. Donc ce jour-là, oui, en octobre 2019, je me trouvais assis près de vous et vous m'avez demandé donc sur quoi je travaillais. Et alors, donc, je dois quand même revenir un peu sur ce qui s'est passé. Donc, vous m'avez raconté qu'au début des années 80, dans votre pays natal, un jeune homme qui avait été, on m'en a parlé, donc un jeune homme qui avait été invité, grâce au statut notable de son père, à organiser un spectacle. Dans un élan patriotique inspiré du fameux chocolat Côte d'Or dont l'éléphant dont l'éléphant affirme la pub depuis 1883, et l'animal préféré des Belges, le fils un peu bête, oui, avait eu l'idée intéressante de littéralement mettre en scène, sur scène, un bébé pachyderme. Or, celui-ci, probablement peu habitué aux us du monde du divertissement de bon goût, s'était mis à uriner sur le plateau, et de façon si abondante qu'il avait dangereusement menacé la sécurité de l'entreprise à cause de la proximité des nombreux câbles électriques qui couraient çà et là dans le lieu. Fin de l'anecdote pour l'instant. Et pourtant, non seulement sera-t-il question ici de l'animal littéralement déplacé, mais je dois également vous apprendre que c'est justement du chocolat que Judith, en mai dernier, a utilisé pour littéralement m'appâter. Pas du Côte d'Or. Or, votre co-directrice a tout de même réussi, grâce à ce procédé, disons, peu orthodoxe, à réveiller mes instincts les plus gourmands, pour citer encore une fois l'appareil critique de la célèbre marque belge. Me voici donc en ces murs, tel un chien dans un jeu de quilles, sans doute, à pousser l'audace jusqu'à profiter de cette succulente substance alimentaire pour parvenir au théâtre québécois et, finalement, peut-être, arriver à l'essentiel de mon propos. Car quiconque possède un chien sait éperdument que s'il y a quelque chose qu'il faut lui donner à manger, éviter de lui donner à manger, c'est bien du chocolat qui contient de la théobromine, molécule extrêmement toxique pour les toutous. Voilà donc placés les principaux termes de cette affaire qui, entre propreté, domestication et mort, définit et permet de résumer les manières dont Canis Familiaris peuple le théâtre québécois. Tous ces transports me permettent en tout cas de délimiter un champ qui n'existe pas encore, ou si peu. En effet, en utilisant la distinction posée par Michel de Certeau entre lieu et espace, ma thèse consiste à considérer le théâtre, suivant sa première assertion, comme lieu où l'on voit, pour m'appliquer à illustrer comment il est pratiqué par le compagnonnage historique de l'humain et du chien. Cela permettra de constituer, toujours selon le philosophe français, un espace entendu comme l'effet produit par les opérations qui l'orientent, le circonstancie, le temporalise et l'amène à fonctionner en unité polyvalente de programme conflictuel ou de proximité contractuelle. De façon générale, le théâtre d'ici s'est très peu préoccupé des questions liées à la nature et au non-humain, et sa critique encore moins. En effet, pour chaque pièce ayant la nature plantée comme un décor, pour reprendre l'heureuse formulation de l'anthropologue Philippe Descola pour décrire les travaux de Lévi-Strauss, combien se déroule dans un cadre principalement urbain. Bien qu'il s'avère impossible à ce point-ci d'appuyer cette affirmation avec quelques données précises, il n'existe encore aucune étude substantielle portant sur les espaces investis par la dramaturgie québécoise. Tout porte à croire que les réalités domestiques y sont souvent primées, au point d'exclure en quelque sorte tout monde extérieur. Dans le même ordre d'idées, Stéphanie Notting a beau écrire, dans un des seuls articles portant sur le sujet, c'est-à-dire les animaux et le théâtre au Québec, que l'animal foule régulièrement les planches au Québec, et ce depuis longtemps, il n'en demeure pas moins que cet autre aspect d'une nature à l'œuvre a à peine retenu l'attention des spécialistes. En témoigne notamment l'apparition récemment de l'ouvrage Le théâtre contemporain au Québec, qui ne fait pratiquement aucun cas du non-humain, plaçant généralement l'activité dramatique à la seule remorque du politique pris au sens le plus restreint. Or, il faut prendre Notting au mot lorsqu'elle affirme qu'un survol rapide du répertoire québécois et franco-canadien depuis la fin des années 60 confirme la prégnance du phénomène zoologique que manifeste la grande diversité de la faune dramaturgique. Du papillon au cheval, en passant par le corbeau et le homard, la ménagerie des bêtes que l'on rencontre est aussi vaste qu'hétéroclite. À ce sujet, c'est toujours très intéressant. Donc, quand vous racontez, c'est toujours un test, quand on raconte sur quoi on travaille au doctorat, dans une fête ou peu importe le contexte. Donc, tout le monde a toujours quelque chose à dire sur les animaux, c'est systématique.
et en même temps, presque de façon systématique aussi, personne ne se souvient d'avoir vu un quelconque animal sur les scènes. Donc je trouve que c'est quand même assez révélateur de l'attitude qu'on a par rapport à l'animal ou au non-animal. Donc, autre constat, on assiste à une prépondérance du chien et des animaux et de la basse-cour, notamment la volaille et la vache, dans la dramaturgie pour adultes au Québec, et c'est assurément le premier qui, en tête du palmarès des animaux, permet de constituer la plus longue liste de pièces contenant des bêtes, du moins dans la période contemporaine. Mais la fréquence, bien entendu, n'est pas tout, et à ce sujet-là, il faut aussi que je mentionne le foisonnement de l'oiseau, principalement dans le théâtre femme, qui annonce donc une démarcation très nette des animaux en termes de genre. Cela mériterait un examen poussé qui permettrait assurément de dégager plusieurs pistes de lecture essentielles de ce corpus, notamment en le mettant en contact avec les réflexions d'une Hélène Tixou, par exemple, qui associe écriture, femme et oiseau. Donc, autant l'oiseau est révélateur et porteur d'un certain genre, autant le chien s'avère lui aussi porteur de significations particulières que mes recherches veulent mettre en lumière, en s'appuyant sur un corpus d'une vingtaine d'œuvres récentes. Je pense que oui, mais là, visiblement, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Donc, une vingtaine d'œuvres récentes depuis au moins les années 2000. Donc, je peux rapidement en mentionner quelques-unes. Donc, Le Chien de Jean-Marc Dalpé, qui est quand même une pièce franco-ontarienne, demeure un peu le moment fondateur de cette tendance au Québec, c'est intéressant. Sinon, donc des pièces d'Olivier Chouanière, Larry Tremblay à plusieurs titres, Claude Poisson, Daniel Danis, Louise Bombardier, Pierre-Luc Lassalle, Emmanuel Jiménez, Justin Laramée, Michel-Marc Bouchard, etc. Donc c'est un corpus qui est à la fois important, mais aussi composé d'œuvres extrêmement mineures, je dirais, de cette dramaturgie-là. Donc, une vingtaine d'œuvres, littéralement, qui sont habitées, hantées, par la présence canine. Donc ce chien en constitue peut-être la manifestation la plus complexe dans la mesure où, depuis des millénaires, nous avons littéralement le nez collé dessus, ou c'est peut-être l'inverse, et que nous n'avons jamais cessé de modifier son apparence, signe des innombrables affectations dont il a été l'objet depuis les débuts de sa domestication. Effectivement, le chien se trouve et se retrouve à tous les niveaux de l'expérience humaine. Or, si son ubiquité est remarquable, elle n'en demeure pas moins située dans le temps et l'espace, fluctuante et variée, problématique aussi, tels les sentiments qu'il continuera d'inspirer jusqu'ici, et dont j'exposerai 3 cas de figure majeurs du théâtre québécois, afin de refaire ressortir donc les grandes tendances, en tentant de privilégier ce que Pierre Popovic a appelé une logique de la découverte appliquée au procès de sens engagé par les textes. Donc, premier cas de figure, Poème pour une nuit d'anniversaire de Dominique Parenteau. Donc, c'est sa toute première pièce qui a été créée par les étudiants et étudiantes de l'École nationale de théâtre du Canada en avril 1993, dans une mise en scène de Lou Fortier, puis qui a fait l'objet d'une production professionnelle 6 ans plus tard. Donc, l'œuvre s'ouvre avec le spectre de la mer qui, assis sur la plus grosse branche d'un imposant érable, annonce « Aujourd'hui, c'est ma fête. J'ai un an sonnant. Je suis né à l'heure où la nuit savoure son premier matin de la journée. Je suis né, et tout le monde a sorti ses larmes les plus perlées, ses fleurs les plus colorées, ses poignées de main les plus solides et ses vêtements les plus beaux. J'ai eu la chance de découvrir le monde comme on aimerait qu'il soit toujours. J'ai eu cette chance car c'était pour moi seul, que cette belle réunion avait lieu. Ils étaient là. Tous, ma famille et la sienne, mes amis, mes copains, mes collègues et les siens. Il y avait lui, oui, mon amour, et aussi mon aîné, ma cadette et mon Benjamin. Il ne manquait que le chien. Donc, bien que le chien fût absent de ses funérailles décrites ici, il apparaît néanmoins dans la liste des personnages de la pièce, au même titre que les autres personnages humains, donc. On dira notamment de lui, dans la didascalie initiale, qu'il marche debout comme un être humain, aussi parle-t-il comme les autres membres de la famille. Cependant, c'est par un fragile aboiement qu'il prendra en quelque sorte la parole la première fois, précisément lorsque le père entre en scène. Celui-ci n'a pas fait son deuil de la mère, et pour cela tente désespérément de garder ses enfants à proximité, notamment en leur construisant une demeure, comme pour tout figer, tout retenir, en ancrant les êtres et les choses. Je cite encore une fois, « Je commence à vous construire une maisonnette, cette nuit, pour vous 3. Ton frère va arrêter de faire ses valises, ta sœur va cesser son massacre de poulets, des légumes et des fleurs. Et toi, tu vas me raconter tous les téléphones manqués. Elle sera solide. C'est important d'avoir une maison résistant aux intempéries.
Dans ce pays, l'hiver est trop long et le temps trop cruel. C'est de la folie que des petits oiseaux comme vous restent dans la rue. Il faut comprendre que pour l'homme, le départ des enfants vient rejouer celui de sa femme, réactivant son sentiment d'abandon puisqu'il croit, à tort, que c'est à cause d'un manque d'amour envers lui qu'elle s'est livrée à la mort, ce à quoi le spectre de cette même mère devra rétorquer « Je voulais m'en aller, je préférais la vie dans la mort à la mort dans la vie. Tu n'y as jamais pensé? Ça ne t'a jamais effleuré l'esprit? » La célébration du premier anniversaire du décès a affirmé la jeunesse du spectre de la mère qui, tel un bambin, savoure, en redécouvrant ses sens, son gâteau avec les doigts, une nouvelle existence aussi. Par contraste, au pied de l'arbre est installé un très vieux chien, une couverte sur les genoux. Il incarne en fait l'alter ego magané, comme une vieille peau dont il faudrait absolument se défaire, du père. Encore une fois, le fait qu'ils se manifestent en même temps, donc le père et le chien, devrait nous renseigner sur le lien particulier qui unit ces deux personnages, ce qui est réaffirmé lorsqu'on lit « Jusqu'à nouvel ordre, je suis toujours le confident de tes nuits d'insomnie ». Ainsi se déploie, sous forme d'opposition, tout un imaginaire de la jeunesse et de la vieillesse, de la vie et de la mort aussi, qui s'articule autour du personnage cadin au corps vacillant, celui-ci donc qui se lève péniblement, tousse, aboie faiblement, tend difficilement une patte. Autant d'indications trahissant son âge, certes, mais surtout son état de santé qui est expliqué dans cette tirade qu'il livre littéralement, encore une fois je cite, donc enseignant de la bouche. Voici donc une partie de la tirade. L'arthrite ne me ronge pas, c'est moi qui me gruge et qui me mange. C'est le temps qui m'assassine. J'ai faim, j'ai plus faim que faim. Je suis en train de me digérer l'intérieur, tranquillement, à très petite vitesse, mais sûrement. Maintenant je sais, il n'y a plus de bouboule depuis des siècles dans cette maison. C'est pour ça qu'on ne m'a pas nourri depuis très longtemps. Le Benjamin a dû oublier. Tout le monde oublie ici. Tout. Donc même le plus jeune, toute cette histoire n'est même plus digne d'une vie de chien. Le personnage canin affamé est un thème récurrent dans les pièces qui m'intéressent. Et de façon générale, son état de santé semble être la conséquence des mauvais traitements qu'il subirait de la part de la maisonnée, certes, mais aussi se voit symptomatique d'une certaine lourdeur de l'existence liée au désespoir qu'il alimente lui-même, notamment lorsqu'il se fait l'ombre du père. À ce sujet, il importe également de mentionner qu'à plusieurs moments, dans Poème pour une nuit d'anniversaire, il y aura confusion entre les deux personnages, comme je disais, par exemple lorsque leurs répliques deviennent identiques, quand l'homme se jette en bas de l'arbre et que c'est le chien qui meurt, ou encore lorsqu'on soupçonne que certains bruits proviennent du chien alors que ce serait le père qui les produirait. Puis, comme manifestation finale, on lira d'une part que le chien râle, un dernier jappement, et le père fait de même. D'autre part, venant de ce dernier, le chien « Ne me laisse pas tout seul, laisse-moi t'accompagner dans la mort ». Il se serre contre le chien. Sur le sol, ils forment un unique cadavre exquis. Le spectre de la mère, pour sa part, annonce un requiem pour une pauvre bête, pour un pauvre type, pour un pauvre chien. Et en guise d'hommage au chien, ces mots de la cadette. « Tu n'as pas toujours été vieux et faible, on le sait. Il fut un temps, les premiers temps, où tu étais fringant et de sang pur. Tu étais roux, tu étais blanc, tu étais doux et plein de dents. Les os de tes pattes savaient supporter tes sauts et tes humeurs. Plus tard, les mots de tes pattes ont raccourci tes promenades et tes ardeurs. On t'aimait, on t'aurait tout donné, les bouboules les plus fines et les meilleurs pâtés. Tu étais notre chien à poème, notre chien à rêver. Mais tu sais ce que c'est. Le temps filé, gros toutou, et tu as dit te piquer. Donc quand la maison se vide, à quoi ça sert de rester? Et quand la mort est imminente, plus qu'évidente, de quoi ont-ils l'air, les entêtés? Tu as compris? Tu t'es fait l'euthanasie, tu t'es créé ton suicide nécessaire, ta mort pour la vie, juste pour la fin. On t'a fait un trou tout beau, un petit creux si peu profond. S'il te plaît, fais de la mort quelque chose de gros, pour qu'enfin il s'en fasse une raison. Qu'enfin il s'en fasse une raison, oui. Bon voyage, notre chien. Cette fin s'accompagnera d'un petit rituel, autre élément qui revient dans plusieurs des pièces de mon corpus, où l'enterrement du chien a lieu sur scène, sans doute pour permettre à l'animal d'accéder à un niveau supérieur en lui réservant un traitement tout humain. Aussi importe-t-il de rappeler que cette action ne vise pas seulement à marquer la mort en faisant disparaître un être. Il y a bel et bien là l'affirmation d'une tentative d'enracinement, semblant préoccuper la dramaturgie québécoise contemporaine, du moins si on se fie à mon corpus, dans la mesure où plusieurs personnages sont en fuite, souvent aux grandes armes de ceux et celles qui les entourent. Je passe à une deuxième pièce, Chien savant, d'Olivier Chouanière.
donc, dont la première représentation publique a eu lieu donc au Théâtre de la Bordée, à Québec, en décembre 98, dans le cadre des Contes urbains. Il s'agit de l'histoire d'un autre homme seul qui livre son mal de vivre par l'entremise, genre oblige, d'un monologue. En déménageant en décembre, le narrateur ne voulait pas participer à notre éternelle fuite d'un logement à l'autre, celle qui s'observe chaque année au Québec où la fête du Canada signifie davantage la fin des baux d'habitation. À défaut de se donner un pays, donc écrit Chouanière, on se payait un nouveau logement. Il est assurément question ici de l'habiter, d'un territoire aux échelles variables qui constitue en quelque sorte un écho à la maisonnette que le père bâtit coûte que coûte à sa progéniture dans Poème pour une nuit d'anniversaire. Il faut assurément, dis-je, voir des similitudes en tous ces protagonistes tentant de retenir ce qui leur échappe, à commencer par une part d'eux-mêmes, et ici on est en présence d'un homme qui semble avoir passé une partie de sa vie à bouger et qui, finalement, se pose, encore une fois par l'entremise d'un chien mort. L'indiscernabilité revient comme un leitmotiv dans le conte d'une douzaine de pages, cela appuyé par une insistance marquée par la question du regard. Le narrateur est vu par le chien, constamment, comme s'il avait entendu le fameux appel de Derrida. En effet, avec Chien savant, nous voilà une fois plus en présence d'un homme en fuite, comme je le dis, donc et compte tenu de l'intelligence de son chien, celui-ci, ce dernier, donc savait que c'était pour le dernier appartement qu'ils occuperaient. Ici aussi, l'homme voyage léger, n'ayant que lui et le chien, ou c'est peut-être l'inverse. Et que dire, de dire qui possédait qui, était aussi difficile que de savoir qui est le plus réel, celui qui regarde ou le reflet du miroir. Chouanière interroge assurément les modalités du rapport homme-chien en brouillant la propriété qui se mêle à l'idée de propreté, d'autant plus qu'il annonce que leur nouveau logis était une épave rejetée par la vague de rénovation de la ville, qui repousse toujours plus loin le vieux et le sale. Sans compter que le propriétaire refuse les chiens à l'intérieur, puisqu'ils seraient cause de pollution olfactive et sonore. Cependant, le rapport donc entre le narrateur et l'animal sera, au risque de me répéter, davantage d'ordre visuel. Autrement dit, habiter devient difficile notamment à cause du chien, et parallèlement c'est parce que celui-ci sera finalement laissé sur le balcon, bref dans un entre-deux qui le caractérise en même temps qu'il lui sera fatal, qu'il trépassera. Comme dans Mort de peine d'Yvan Bienvenu, j'y arriverai dans quelques instants, c'est le décès du chien qui fait débuter l'histoire en quelque sorte, et cela de renverser la structure traditionnelle du conte. Alors qu'un événement perturbateur va généralement mettre le protagoniste en mouvement, ici la mort du chien, autant dans la pièce de Bienvenu que dans celle de Chouanière, vont provoquer sa stagnation, qu'elle soit considérée comme positive ou négative. Mais il faut sans doute revenir sur l'appartenance, la propriété qui traverse là encore plusieurs des pièces de mon corpus. Ici, donc, l'homme a toujours trouvé ridicule l'idée d'avoir un chien en ville, encore plus de lâcheté. Et en ce sens, c'est plutôt l'animal qui posséderait l'humain. Puisque le propriétaire ne veut pas de chien dans l'appartement, on ira jusqu'à dire, donc on s'est mis d'accord pour le balcon, là où c'est dehors et dedans en même temps, là où la frontière entre le monde et soi n'existe plus. L'animal représente donc un lieu de passage, ou plutôt une présence liminale. Toujours est-il que le chien était presque humain, il n'y jappait pas, il regardait, il perçait votre petit mystère dans ses yeux noirs, il le savait, d'instinct. C'était un chien qui existait seul, sans maître, explique le narrateur, avant d'ajouter « J'ai pas choisi ni même trouvé le chien, c'est lui qui m'a trouvé. » Cela passe d'ailleurs encore une fois par le regard. Lorsque l'animal décède, l'homme se jette sur lui afin de chercher dans le poêle hérissé de glace les yeux. En vain. Puis, dans l'espoir fou de réchauffer le chien comme pour le ressusciter, le narrateur saute au point de faire céder la poutre qui soutenait le balcon. Ce dernier s'agrippe alors au corps de l'animal qui, parce qu'il est attaché au cou, ne se retrouvera pas au sol, prenant plutôt des airs de pendu auxquels s'accroche l'homme. Or, l'unique clou qui avait jusqu'ici maintenu la poutre s'est enfoncé sous sa côte pour le fixer au mur, comme un insecte exotique, écrit-il, et ce qui n'est pas sans faire penser au Dragonfly de Chicoutimi, où il y a exactement la même allusion. Or ici, c'est peut-être moins l'image de l'insecte exotique qui devrait nous intéresser que le fait que le protagoniste soit cloué au mur, ce qui n'est pas sans rappeler la crucifixion du Christ, imagerie exploitée à plusieurs reprises dans Chien savant. Cela se manifeste également dans plusieurs oppositions qui parcourent toute la pièce,
à commencer par le noir et le blanc qu'incarne la nuit du récit et l'hiver dans lequel il se déroule. Aussi le corps sombre de l'animal et la mince couche de friment qui recouvrait son poil d'un manteau blanc. Bien entendu, ces mêmes couleurs trouvent des échos dans les nombreuses allusions au trépas et à la vie qui traversent toute la pièce, et ce jusqu'au dénouement où l'humain qui, de ses propres dires, a toujours beaucoup imaginé la mort. Lorsque l'espoir de vivre, ou plutôt le sentiment d'échec de sa mort, le pousse à lâcher le chien, il tombe en brisant la fenêtre de la remise qui se trouve sous lui. Or, avant cela, il avait vu son reflet, dans la vitre noire, l'image de quelque chose d'inhumain, agrippé à un petit toit enneigé, accroupi comme une bête, avec, derrière lui, le corps noir d'un chien qui perçait le rideau blanc de la neige, en se balançant, droit, debout, tendu vers le ciel. En d'autres mots, non seulement était-ce le chien qui devait choisir le moment fatal, il écrit « J'avais assisté à un chien dans son suicide », or c'est aussi lorsque l'animal meurt pour vrai que l'humain échappe à son propre suicide dont il avait souvent vu défiler sous ses paupières. On peut aussi deviner que le narrateur se posera enfin, en cette nuit de Noël, comme pour, encore une fois, évoquer la figure christique, autre appel, si besoin était, que notre religion oriente fatalement le rapport au bête. Donc, dernière pièce dont je vais mentionner ici, donc c'est aussi le dernier volet d'une trilogie constituée de règlements de compte et de Bessie. Mort de peine d'Ivan Bienvenu a vu le jour en août 2009 grâce au théâtre du Katsu et Urbi et Orbi. Dans cette œuvre se rapprochant du conte musical, Yann, un harmoniciste blues dans la quarantaine, il raconte devant la maison de chambre miteuse où il loge avec la guitariste Slide Jlo et la chanteuse Nina, plusieurs des décès qui composent son univers qu'annonce déjà la scénographie où trône, et je cite, une dalle pouvant rappeler une pierre tombale, instrument de la mort de Steph, l'ami du protagoniste, et servir d'allégorie pour signifier le lieu de sépulture de Yann qui habite sa chambre du sous-sol comme un âne allé son caveau. Voilà le ton donné. C'est d'ailleurs sur une autre mort que s'ouvrira le long monologue, alors qu'on entend des crissements de pneus puis un impact. Un automobiliste a happé un chien labrador de couleur crème avant de disparaître, laissant Yann avec, dans les bras, le corps du défunt animal. Il s'agit en fait d'un délit de fuite. Le conducteur a tué le chien puis a crissé son camp, l'abandonnant à cette fâcheuse situation qui pose aussi la question de la nature du corps mort sur scène, aussi du traitement des animaux, et donc à la définition des règles qui s'en trouvent sous-jacentes. L'innocent est la victime de quelqu'un, mais le héros de personne. L'innocent s'évapore, anonyme, mais le coupable a sa face dans le journal. L'innocent est traité comme un chien, mais un chien. Qui peut me dire, comment est-ce qu'on traite un chien mort? Donc, il s'agit d'un chien qui, bien qu'il ait une certaine apparence, chose relativement rare dans mon corpus, n'a aucune identité. Je cite encore. Je sais pas c'est chien de qui. Il est pas du quartier. Je l'ai pas vu. Jamais vu. Il y a pas de collier. Comme si c'était le chien de personne. Bien qu'on assiste au désir des personnages, donc, de tenter, tant bien que mal, de toucher le chien mort, et on devine en quoi, donc, cette sensation peut procurer une sensation quelconque. Donc, à défaut aussi d'entendre à nombreuses reprises les personnages s'exprimer de façon musicale, c'est, encore une fois, donc, le côté visuel qui prévaut. À premier titre, donc, le fait qu'on colle un peu partout sur des poteaux la photo du chien pour tenter, bien entendu, de l'identifier. Donc, le sac aussi de Yann, le protagoniste, devient particulièrement significatif. Il constitue en quelque sorte son logis, ce dans quoi il peut déposer ses quelques avoirs. Mais le sac, c'est aussi une sorte de nomadisme. L'objet est une maison mobile qui lui permet de transporter le peu qu'il a, et de partir et de repartir. Et en remplaçant son contenu habituel par le corps du chien pour ensuite l'enterrer, non seulement se dépose-t-il lui-même, prend-il racine en quelque sorte, mais il vient dire que le corps de ce chien inconnu est désormais ce qu'il possède et qui le possède. C'est précisément à cause d'un cadavre qu'il s'oppose finalement. Cette mise en terre deviendra donc également la sienne. Je cite à nouveau. « J'enterrai le chien dans mon sac, preuve que l'homme est le meilleur ami du chien. À cette heure, on pourra dire que le chien mort est le meilleur ami de l'homme qui soit, de l'homme mort aussi. J'ai enterré un chien mort dans le sac d'un homme mort. »
Donc ici, l'homme est le chien et le chien est l'homme. Le caractère interchangeable caractérise également le fait d'enterrer qui appelle autant la force du rituel que le fait de disparaître. Je cite encore, non. Il se trouvera pas à Adam, c'est pas vrai, ou pas dans le fond d'une ruelle, en dessous d'un tas de marde, anonyme et inhumaine, à se faire snacker dessus par des rats. Calice. Difficile, en lisant cette déclaration, de ne pas penser, bien entendu, au Polynice de la mythologie grecque, à qui on refuse une sépulture, ce qui risque d'exposer son corps aux chiens et aux oiseaux carnassiers. Or, dans le renversement qu'opère ici Bienvenu, c'est désormais le premier charognard qui mérite non seulement d'être enterré, mais en plus d'être enterré dans un endroit approprié. C'est dire, oui, le rapprochement qui est fait ici entre le chien et l'homme, afin d'éviter à l'animal tout traitement inhumain qui correspondrait à l'abandonner dans les détritus et aux rongeurs. Ce faisant, l'homme aussi réaffirme sa valeur en agissant dignement devant la mort, ce qui sont contraste avec une autre scène de la pièce, et je cite. Donc, le kid, un petit Chris, un beau petit chat blanc, avec des petits spots crème pis brun, tout poilu, comme dans les annonces de papier de toilette. Alors, il y a quelqu'un qui l'a vu. Shooter du gaz à l'acteur sur le petit chat, puis l'allumer. C'est heavy en tabarnak. Là, imagine la douleur. Le kid faisait rien. Il était comme tétanisé. Je sais pas ce qu'il se disait cette fois-là. Il était allé trop loin. Il était peut-être déjà rendu trop loin pour se dire ça. Anyway. Il y a un voisin qui est sorti avec une pelle, puis il a achevé le chat. C'est tout ce qu'il y avait d'humain à faire. Cette scène illustre que ce que Margot de Mello, donc spécialiste des études animales, mentionne ou explique. Donc, il y existe désormais un large consensus sur l'existence d'un lien causal fort, connu comme le lien, entre la violence entre les animaux et la violence entre les personnes. Donc, fait connu depuis longtemps, il existe en effet désormais des statistiques effarantes indiquant que plusieurs meurtriers, et je cite encore, ont débuté leur carrière en tuant des animaux dans leur enfance. Cet état de fait appelle une autre considération. Dans une très grande majorité, oui, les hommes et les garçons sont plus susceptibles que les femmes et les filles de commettre des actes directs et physiques de cruauté envers les animaux. En fait, environ 95% de tous les accusés dans les affaires de cruauté envers les animaux sont des hommes. C'est bien le cas du petit Chris, dans Mort de peine, qui correspond à ces deux réalités supplémentaires évoquées par de Mello. D'une part, que dans la plupart des cas, l'abuseur, donc, qui commet des méfaits envers l'animal est aussi son propriétaire, et d'autre part, que les enfants, donc, qui heurtent les animaux, sont issus eux-mêmes de familles dysfonctionnelles. Il sera en effet dévoilé dans la même pièce de Bienvenue que le kid ne souffrait pas de narcolepsie, mais que sa tendance à s'endormir partout était due au fait que son grand-père passait ses nuits à le violer. Le chien comme alter ego du protagoniste. Blessé à mort par un inconnu, le chien rappelle à quel point le protagoniste, oui, est meurtri par les accidents de la vie, autant de gestes certes prémédités, mais jamais dirigés contre lui au départ, bien qu'il s'en trouve chaque fois la victime aux dommages collatéraux. Aussi est-ce cet accident qui déclenche, chez Yann, le flot de paroles. Donc, bien que Mort de peine flirte avec l'animal métaphorique, ici c'est réellement que le chien inconnu se manifeste dès les premières secondes de la pièce, et dont le corps meublera la scène pendant presque tout le récit du protagoniste. On peut le voir ici d'ailleurs. Ainsi, même s'il n'en parle pas, bref, même si la bête ne survient pas par sa mise en récit, le fait que son corps soit là, même inerte, fait en sorte que même en tant que signe, l'animal vit, et ce même quand il disparaît. Déposé dans le sac, l'animal est censé se manifester par le volume qu'il fait prendre à la poche du protagoniste, un peu comme une housse de coroner destinée à la morgue. D'autant que le décès, parce qu'il s'accompagne d'un délai de fuite, est en quelque sorte criminel, et qu'il le serait s'il s'agissait d'un homme ou d'un animal, illustrant encore une fois le décalage existant entre les différents traitements du vivant. Donc, je viens de terminer ici le passage sur mes pièces. Donc, produit d'un rapport complexe entre nature et culture, entre extériorité et intériorité, entre réalité et fiction, Canis Familiaris, dans mon corpus, apparaît le plus clair du temps pour incarner une expression toute francophone, relativement banale. Son chien est mort. En effet, en de nombreuses occasions il décède,
Or, il n'en demeure pas moins qu'entre le récurrent accident de voiture ou la mort tranquille, l'inéluctable disparition du chien est intimement liée à son propre maître, et au risque de me répéter, ici le masculin s'impose. Mon corpus met souvent en scène un homme désœuvré, pour ne pas dire paumé, dont l'errance semble aussi significative que marquée par une certaine fatalité, avec comme unique compagnon une pauvre bête à son image. Psychologique, s'entend, puisqu'il est assez rare que les dramaturges fassent mention de quelques traits physiques de ces chiens. Cela se traduira aussi par la faim et la maladie, autant de mots qui affligent sans cesse les personnages animaux de mon corpus. Ainsi, le chien opère-t-il un certain passage de la vie à la mort, ou, dans un certain sens, de la mort à la vie, avec ces basculements. Donc, avec de tels basculements, nombre de couples antithétiques leur sont associés. Stéphanie Notting l'exprimait en ces mots, un peu les mêmes que les miens. Donc, de par sa présence, tantôt domestiquée, tantôt sauvage, le chien marque autant la frontière qui sépare les deux mondes que la porosité de celle-ci, non sans ajouter avec raison que l'hybridité revient partout quand il est question du chien. Il s'agit sans doute là d'une des raisons pour lesquelles cet animal en particulier est autant sollicité dans la dramaturgie. Son caractère messie le fait passer d'un espace à un autre, d'un monde à un autre, d'un état à un autre. Aussi rassurant qu'inquiétant, le chien est là, justement parce qu'il peut, à tout moment, tel que l'écrit l'anthropologue Christiana Franco, redevenir l'être dangereux qu'on avait pourtant un jour maîtrisé. Et ce problème de retenue, il faut bien entendu l'entendre comme un manque de discipline, celui qui constitue une menace double. Pour l'homme, qui se traduit donc par une constante anxiété, c'est le mot que Franco n'hésitera pas à utiliser. Donc cette anxiété, oui, que le chien déraille, s'enrage, que sais-je encore, bref, qu'il affiche quelques comportements déplacés rimant avec une présence out of place, malgré ce qu'on attend de lui, malgré ce qu'on a bien voulu faire de lui, rendant par la même occasion manifeste l'échec humain, à la fois personnel et historique. Le travail sur un chien en particulier et sur l'espèce en général aura échoué une fois de plus, haro donc sur l'homme. Voilà d'ailleurs une autre hypothèse que je désire émettre ici, que le chien est utile, d'un point de vue moral, pour rappeler à l'humain certains des comportements déviants à condamner. Comme la forêt, lieu même du sauvage, ne doit jamais complètement disparaître dans l'imaginaire romain, ici quelque chose d'une présence inquiétante doit rester, peut-être en coulisses, dans la grande scène du monde, mais elle doit rester. Cela corrobore ce qu'avance James Serpell, c'est-à-dire qu'une grande partie du répertoire comportemental normal du chien, sa gourmandise, sa promiscuité sexuelle, ses préoccupations olfactives, ses habitudes de toilette et son hostilité nue occasionnelle envers les étrangers et les visiteurs peut être une source de dégoût et d'embarras. Rappel de l'ambiguïté qu'alimente le chien, oui, entre parangon et paria, mais aussi des associations qui sont souvent faites entre les animaux et leurs propriétaires, et autant donc aux propriétaires qu'aux animaux. Dans les pièces qui m'intéressent souvent, on leur a coupé les vivres. En d'autres mots, donc le traitement des animaux est souvent, voire toujours associé au traitement d'autrui, et en ce sens le chien, notamment au théâtre, serait généralement une façon métaphorique de parler de l'humain, et rarement du chien en lui-même, bien qu'en affirmant ceci, je rejoue moi aussi un grand problème lié à la modernité. C'est à ce moment précis de l'histoire occidentale que l'animal se met à redisparaître au profit de quelque chose d'autre. Un premier désastre se met effectivement en place dès la seconde moitié du 19e siècle, dont on est beaucoup héritier, je pense, entre l'âge de l'écologie et la naissance du naturalisme, explique Una Chowdhury, alors qu'un certain humanisme a posé ses fondations chambranlantes sur l'écart croissant entre les mondes social et naturel, construisant un édifice fragile qui ne pouvait se maintenir qu'au prix d'ignorer activement les revendications du non-humain. Bref, c'est bel et bien l'histoire d'une distribution qui se dessine là encore, alors que se manifeste, paradoxalement sans doute, le naturalisme, forme pourtant plutôt biologique du réalisme triomphant, en mettant en scène le fantasme tout occidental de refléter telle quelle la société, apparemment composée exclusivement d'humains. Et cela me paraît particulièrement porteur pour étudier le chien, car celui-ci me semble être le sujet anti-écologique par excellence, dans la mesure où, d'une part, il est considéré comme l'ennemi de la nature,
il chasse, détruit, etc. D'autre part, parce qu'il serait d'abord et avant tout un produit de l'activité humaine dans laquelle, métaphoriquement, ils se font constamment. Voilà donc où j'en suis. Pendant que le monde académique tout azimut donne à voir une explosion sans précédent de l'intérêt pour la chose animale, peut-être pas au Québec, mais de façon globale, oui. Donc le chien représente une figure, selon moi, problématique de ces recherches, justement parce qu'il ne cesse d'être à la fois trop sauvage et trop domestique pour appartenir à toutes les catégories de l'esprit qu'on s'invente. Et pendant ce temps, alors que la diversité du vivant s'effrite à un rythme ahurissant, la jante canine, elle, pullule, avec environ 1 milliard de têtes aux 4 coins du globe actuellement. Voilà aussi la situation paradoxale que donne à voir le chien, celle d'une omniprésence qui va à l'opposé de la marche actuelle du monde, puisque l'omniprésence de Canis familiaris en fait plutôt un symptôme d'un état du monde, symptôme qui parle autant que tous les spectaculaires phénomènes environnementaux que nous ne cessons de déplorer, souvent vainement, depuis quelques décennies. En d'autres mots, c'est peut-être moins une disparition, si terrible soit-elle, qui doit nous intéresser, qu'une certaine invisibilité rendue possible par une espèce de pullulement. Pour toutes ces raisons, et en guise de conclusion, permettez-moi de poser le chien comme sujet tragiquement quotidien. Et cela, la plus récente pandémie l'a littéralement montré. C'est ce même animal qui aura permis à son ou sa propriétaire d'échapper en quelque sorte au couvre-feu qu'a connu le Québec, c'est-à-dire de sortir au-delà des heures imposées par les autorités et se trouver à l'extérieur de leur domicile pour permettre aux toutous de marquer leur territoire. Et que dire de cette autre coïncidence? Au moins 2 choses ont particulièrement été difficiles à se procurer depuis l'apparition de la COVID-19. D'une part, des billets de théâtre, d'autre part, des chiens. Les premiers, on les a interdits, puisque tout rassemblement a été jugé dangereux. Le théâtre alors n'était plus moralement, mais littéralement physiquement dangereux. Les seconds, on se les a arrachés. Non seulement ces animaux de compagnie sont-ils devenus de plus en plus rares, car les humains se sont rués dans les chenils et les pet shops, question bien entendu de meubler leur confinement. Or justement, à cause de cet engouement, les données furent alarmantes concernant leurs enlèvements. Il faut bien admettre, oui, une bonne fois pour toutes, que ces crises se situent à l'intersection de plusieurs drames, appelant notamment un nécessaire brassage des disciplines parce que, pour le dire avec les mots de Julie Sermon, la détérioration des environnements naturels n'est peut-être pas déconnectée de l'appauvrissement général et systématique de tous les milieux de vie, qu'ils soient personnels ou professionnels, naturels ou urbains, et de toutes les formes de vie, individuelles et collectives, humaines et non humaines. Voilà non pas ce que traduit, mais plutôt ce qu'annonçait déjà l'essentiel de mon corpus, ce théâtre qui est littéralement donc un théâtre d'espace, d'espèces. Dès, oui, le tournant des années 2000. Entre sortir de soi et sortir de chez soi, il n'y aurait qu'un pas, et la violence qui ne cesse de s'exprimer dans les pièces canines de la dramaturgie québécoise révèle, de façon peut-être moins spectaculaire que les drames que nous vivons actuellement, mais de manière tout aussi brutale, la profonde crise des intériorités. Merci.